Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 18 septembre 2022. L'invité du dimanche sur la télévision Labari reçoit aujourd'hui M. Anas Jibril. Il est acteur de la société civile, président du mouvement Debout Niger, membre donc à ce titre du mouvement M62, le mouvement donc Mutunchi Burkintare, qui a appelé aujourd'hui, vous le savez, à une manifestation de rue dans la ville de Niamey, mais également dans certaines localités de notre pays. Le mouvement M62 donc qui a appelé à manifester pour entre autres dénoncer l'augmentation du prix du litre du gasoil à la pompe décidée au mois d'août dernier par le gouvernement. Une augmentation qui a eu pour conséquence l'augmentation de des prix de plusieurs produits de première nécessité. Le mouvement a donc appelé à cette manifestation, plusieurs fois reportée et annulée plus tôt. Elle a finalement été autorisée par les autorités. La manif s'est donc déroulée ce matin ici à Niamey et à Dosso notamment, et elle a été pour le moins un succès, comme nous allons le voir, pour ce qui est de la ville de Niamey, avec nos reporters Ibrahim Abdou, Nasser Sedou et Adam Soumana. C'est timidement que le mouvement M62 Mutunchi Burkintare a entamé à Niamey sa marche pacifique de la place Toumo pour converger à la place de la concertation où une marée humaine est venue assister au meeting. Une foule immense à l'attention de laquelle les organisateurs de la manifestation ont tenu à rappeler le contexte de l'avènement du M62 et ses objectifs. Cher peuple, chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. C'est dans cet esprit qu'est né le 3 août 2022, marquant le 62e anniversaire de la prétendue indépendance octroyée au Niger par la France impérialiste, le mouvement M62 Mutunchi Burkintare, union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple. À la date d'aujourd'hui, notre mouvement regroupe à son sein une vingtaine de structures de la société civile et syndicale, toutes engagées pour défendre de façon pacifique et républicaine, dans l'honneur et la dignité, les intérêts du vaillant peuple nigérien, meurtri par une politique dévastatrice d'une camarilla arrogante et prédatrice, totalement au service de la France, colonisatrice, esclavagiste et terroriste. Occasion également pour le mouvement de rendre publiques les revendications pour lesquelles il se bat et continuera à se battre toujours selon ses leaders. 1. L'annulation pure et simple de la mesure portant augmentation du prix du gasoil. 2. L'adoption de mesures concrètes contre la vie chère, notamment sur l'électricité, l'eau, le loyer, le riz, le mil, le maïs, le sucre, le lait, la farine, le blé, ainsi que l'augmentation de revenus des travailleurs, y compris le salaire minimum. 3. Le départ de la force française, terroriste, j'allais dire, Barkhane, du territoire nigérien pour l'atteinte à la souveraineté et son mépris envers le peuple nigérien, illustré par des tueries multiples des populations civiles. Nous réaffirmons avec force notre solidarité et apportons notre soutien indéfectible au Mali et à son peuple dans la défense de sa souveraineté et sa démarche de saisine au Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'État français. Le M62 n'a pas non plus manqué d'interpeller le premier magistrat du pays afin de mettre fin à certaines pratiques qui jurent avec la bonne gouvernance. Voilà, manifestation donc réussie ici à Niamey, réussite également à Dosso, la cité des Germakoy, où ce matin, la coordination régionale du mouvement a également appelé les populations à sortir pour les mêmes revendications. Le point avec le correspondant régional de la RTL à Dosso que nous allons proposer de suivre. À l'instar du comité de coordination du mouvement M62 Niamey,
la coordination régionale de Dosso du dit mouvement a organisé pour sa part une marche pacifique suivie de meetings ce dimanche 18 septembre 2022 avec pour point de ralliement la place des Martyrs. L'immense foule a convergé vers la reine Salma Danrani où elle a tenu un grand meeting. Il s'est agi pour les organisateurs de décliner les objectifs de cette sortie qui sont entre autres la cherté de la vie, l'implantation des bases militaires étrangères au Niger, l'augmentation du prix du gasoil à la pompe et de façon générale la malgouvernance. Chère population de Dosso, braves combattants pour la dignité du peuple, en votre nom, l'honneur me choisit de décliner les principaux objectifs de cette action citoyenne à laquelle vous venez de souffler une vraie dose de vitalité à travers cette forte mobilisation qui témoigne désormais de votre engagement à vous battre pour les maux qui minent notre cher pays. Il s'agit de la mesure d'augmentation du prix à la pompe du gasoil qui de 538 francs CFA passe à 668 francs CFA. Une décision unilatérale aux conséquences désastreuses pour l'économie de notre pays, déjà fragilisée par une corruption endémique, des détournements de deniers publics, le tout couronné par un climat d'impunité érigé en paradigme de gestion par les principes. L'installation des bases étrangères. Merci camarades. Pour ce faire, nous exigeons du gouvernement l'annulation pure et simple de cette mesure. Sur tout un autre plan, il est intéressant de reconnaître que de manière générale, que les Nigériens vivent mal face à la cherté de la vie, où, nonobstant l'augmentation des prix des céréales, l'eau et l'électricité sont aussi d'un coût insupportable pour le citoyen ordinaire. Le mouvement M62 exige du gouvernement des mesures concrètes visant à atténuer la souffrance de nos populations. Il doit aussi songer à l'augmentation du revenu des travailleurs, y compris le salaire minimum interprofessionnel, c'est-à-dire le SMIC. Les fonctionnaires nigériens. Sur le plan sécuritaire, le M62 exige le départ sans condition de la force française Barkhane du territoire nigérien pour l'atteinte à la souveraineté et son mépris envers le peuple nigérien, illustré par des tueries multiples des populations civiles. La force Barkhane. La force Barkhane. Ainsi que ses velléités de déstabilisation du Sahel et l'obstacle qui constitue sa présence à l'indispensable collaboration entre le Niger et le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Notre voisin le Mali. Notre voisin le Mali. Le M62 exprime sa solidarité et apporte son soutien à la démarche responsable de l'État malien dans sa saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'État français afin de faire cesser les actes d'agression de la France contre le Mali à travers les activités d'espionnage, de violation répétée de l'espace aérien malien et de soutien aux djihadistes. Vive le Niger, vive le mouvement M62, la patrie ou la mort, nous Après l'intervention de M. Zad Hassan Badje, coordonnateur régional du M62, plusieurs orateurs se sont succédés pour traduire en langue nationale les tenants et les aboutissants de cette marche. Notons enfin qu'après le meeting, les populations se sont dispersées dans le calme pour vaquer à leurs occupations. Voilà, justement, pour parler donc de cette manifestation de ce 18 septembre, je le disais, nous recevons sur ce plateau comme invité du dimanche M. Anas Jibril, qui est membre du mouvement. Anas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté donc l'invitation de la télévision Labari pour parler de cette manifestation et des motivations qui sont derrière donc cette action citoyenne. On l'a vu, elle a réussi aussi bien ici à Niamey qu'à Dosso. C'est donc une satisfaction, on imagine, pour vous en tant que responsable, membre de cette structure, de ces organisations, la société civile réunie au sein de ce mouvement. Merci bien. Permettez-moi d'abord de remercier la télévision Labari pour l'opportunité qu'elle nous offre pour que nous nous exprimons sur la manifestation de ce matin, tenue à Niamey à Dosso. Et effectivement, c'est une satisfaction totale pour vous dire, parce que pour un peuple qui est privé de son droit constitutionnel de réunions et de manifestations pendant pratiquement plus de 4 années, et qu'on arrive par la grâce de Dieu à réussir à décrocher cette question de manifestation, je crois que déjà c'est une première avancée. Le second élément, c'est pour vous dire que préalablement avant la manifestation, il y a eu des actions indignes qui dépassent l'entendement, qui ont été posées, et particulièrement
le fait que le compte Facebook du coordinateur REPAD, en même temps coordinateur M26, a été piraté pour annoncer au peuple nigérien que la manifestation ne tient pas. Donc des actions de sabotage. Des actions de sabotage, effectivement, qui sont allées dans le sens de démotiver les Nigériens pour qu'ils ne participent pas à la manifestation. Nous avons estimé que ça, c'est un problème de morale et de valeur, au fait, qui justifie que, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous pouvez quand même passer par les canaux les plus appropriés et les plus sérieux, plutôt que de pirater les comptes de quelqu'un. Mais de toute façon, on l'a vu, ça n'a pas eu d'impact puisqu'il y a eu la mobilisation. Cette mobilisation, vous, au niveau du mouvement, on imagine que vous allez vous asseoir, bien sûr, pour faire l'évaluation. Cette forte mobilisation, est-ce que vous l'expliquez justement par le fait que ça fait quand même presque 4 ans ou un peu plus que les manifestations publiques sont interdites? Vous l'expliquez par cela ou bien par les motivations, disons les raisons qui ont été avancées pour appeler à cette manifestation? La réussite de cette manifestation dénote ou prouve à suffisance le ras-le-bas de la population nigérienne quant à la gestion de cet État par le régime actuellement en place, le système actuellement en place pendant pratiquement 11 années. Et ça tient beaucoup plus aussi aux différents points de revendication. Le premier point de revendication, qui est celui de l'augmentation du prix du gasoil à la pompe, et je crois que pour un État civilisé, pour un État respecté des lois et règlements de la République, pour des autorités sérieuses, c'est qu'au XXIe siècle, quand vous voulez entreprendre quelque chose, il y a quand même un minimum. Ce serait préalablement d'abord d'alerter les parties prenantes pour comment les gens puissent discuter. Je crois que même un animal que vous voulez sacrifier pour votre tabaski, c'est qu'il faut le préparer. À plus forte raison, des êtres humains dotés de conscience, d'un coup, un bon matin, vous vous réveillez pour dire que vous imposez une disposition pour que le peuple subisse votre inconséquence dans la gestion de la SONIDEP. Je crois que ça, c'est un des éléments, parce que ça a eu des répercussions sur le train de vie des populations et surtout sur les denrées de première nécessité. Donc pour vous, ça a beaucoup mobilisé. Ça, c'est un élément pertinent qui a mobilisé beaucoup les citoyens. D'accord. On a vu aussi dans les revendications, il y a cette question de la présence des forces françaises sur le sol nigérien, pour laquelle plusieurs appels à manifestation ont été lancés, mais finalement, c'était l'occasion cette fois-ci d'en dire davantage. Est-ce que c'était aussi un élément qui pouvait davantage, à votre avis, mobiliser? J'allais dire que c'est d'ailleurs l'élément qui a mobilisé le plus, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays où on égorge au quotidien des citoyens nigériens, et qu'on dise que la présence de cette force-là allait aider l'État nigérien à stabiliser le nord Niger, et Tillabéri, la région de Tillabéri, mais on se rend compte, les régions qui sont touchées, particulièrement Difa, Tawa et Tillabéri qui aujourd'hui, vous constatez que d'abord, ce qui est aberrant et ce qui est inimaginable et inacceptable, c'est de voir qu'une force qui a échoué ailleurs dans un pays voisin et que ce pays l'a vomi et que nous l'accueillons. C'est que déjà, il y a un état de belligérance qui se dégage d'abord entre le Niger et le Mali. Ça, c'est le premier aspect, qui sont de peuples frères. Et l'autre aspect, c'est que, malgré leur présence, c'est que la présence de ces forces ont beaucoup plus accentué l'insécurité que ça ne diminue l'insécurité. Et deuxième élément, c'est que nos forces de défense et de sécurité qui ont sécurisé ceux qui sont au pouvoir, avant même qu'ils ne finissent leur école, ils n'ont jamais montré de failles. Ces forces de défense et de sécurité qui ont été primées à la première guerre du Golfe, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la mission des Nations Unies, au Libéria, et qui a fait face aussi à toutes les crises internes qu'on a connues dans ce pays-là. Aujourd'hui, parce que simplement, les gens ont tendance à vouloir assouvir leurs desseins ou inavoués, ils ont disloqué cette armée. C'est qu'il y a une politique de dislocation de cette armée qui a fait en sorte qu'on a mis mal à l'aise cette armée et que
pour pouvoir justifier l'implantation et l'accueil de ces forces étrangères et pour permettre au-delà l'exploitation de nos ressources du sol et du sous-sol par l'État colonisateur. Oui, mais en même temps, les autorités, lorsqu'elles évoquent cette question de la présence des forces étrangères, françaises notamment, ce qu'elles disent que oui, l'armée nigérienne a eu des prouesses par le passé, on l'a connu, mais sauf que cette fois-ci, c'est une nouvelle forme de guerre à laquelle justement cette armée n'est pas préparée et qu'en vérité, ces forces sont venues aider à former nos forces de défense et de sécurité pour qu'elles puissent faire face à cette nouvelle forme de guerre. Est-ce que vous êtes d'accord quand même sur cela? Au fait, je vais me demander au XXIe siècle, pour un État qui se dit indépendant, et qui aujourd'hui pense qu'il faut sous-traiter sa sécurité, c'est déjà un premier souci. C'est que l'autre aspect, aujourd'hui, quand vous imaginez... La guerre contre les terroristes, ce n'est pas la guerre classique. En fait, le terrorisme même en tant que tel, mais qui sont ces terroristes? Quand vous prenez les Français, ils sont terroristes ou antiterroristes selon qu'ils sont en position de force ou en position de faiblesse. Ailleurs, quand vous prenez sur le plan international, les grandes puissances deviennent des terroristes. Quand vous prenez en Afghanistan, quand vous prenez au Japon, quand vous prenez la guerre du Corée, et chez nous aujourd'hui, quand vous voyez des personnes qui circulent sur des motos, qui font face à des armes, des forces de défense lourdement armées, avec la technologie de dernière génération, pendant plus de 10 années, c'est que quand même il y a matière à débattre autour de cette question. Et c'est que quand il parle de là, vous ne pouvez pas œuvrer pendant 10 années en train de pouvoir disloquer cette armée, en l'empêchant encore d'accéder au matériel de taille pour y faire face, ou en les livrant des matériels, le matériel défectueux, ou à la limite, vous dilapidez les ressources destinées à ces forces de défense et de sécurité. Comment voulez-vous qu'elles puissent faire face? Au-delà de ça, c'est que les forces qui sont sur le terrain, à partir du niveau central, des fois quand ils agissent, c'est qu'on leur donne des instructions de ne pas agir. Et vous avez sur le terrain là où ces personnes-là, elles détiennent les armes d'où? Nous avons quand même des territoires, nous avons des frontières. L'espace aérien, c'est contrôlé. L'espace terrestre est contrôlé. Comment vous pouvez justifier pendant plus de 10 années que ces personnes-là détiennent des armes neuves régulièrement et que vous ne pouvez pas me dire qu'encore avec toute cette technologie, les gens viennent d'abord sur des motos, vous ne les identifiez pas, en privant cette population de ce moyen de déplacement qui est la moto. Et deuxièmement, quand des personnes, des individus armés viennent à pied pour prendre le bétail, marcher pendant 3 heures, 4 heures de temps à pied, et que vous n'avez pas pu identifier ces gens-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, le commun des mortels, le minimum, il serait mieux que tu sois honnête dans la malhonnêteté. C'est de dire que nous sommes en train de vouloir exploiter ces pays-là pour pouvoir satisfaire nos familles et notre clan. Et c'est pour ça que nous permettons à une force étrangère de s'implanter sur nous, plutôt que de vouloir justifier la fausseté dans la fausseté, alors que ça ne tient pas au fait. Oui, alors juste pour continuer, parce que ce n'est pas essentiellement ça l'objet de cet entretien, juste pour un dernier mot sur cette question de la présence des forces françaises. Vous estimez qu'elles sont là, et la situation s'est envenimée, mais est-ce qu'on peut poser la question autrement? Est-ce que si elles n'étaient pas là, par exemple, on serait pas peut-être dans la même situation? Est-ce que vous le pensez aussi? Parce que c'est quand même une nouvelle forme de guerre à laquelle les armées de tous les pays ne sont pas préparées et qu'il faut, pour cela peut-être, comme le disent les autorités, une assistance de celles qui sont quand même plus ou moins aguerries dans ce type de guerre. Mais une guerre, aujourd'hui la France a été envahie par l'itinéraire. Aujourd'hui, si la France s'était dit qu'il fallait laisser les forces étrangères rester chez nous, c'est ce qui va nous permettre de nous sécuriser. Et dernièrement, avec la guerre ukrainienne, qu'est-ce que le président français a dit? Il faut qu'ils agissent pour avoir leur souveraineté. Vous avez toute l'Europe aujourd'hui qui oriente toute son action dans le cadre de sa souveraineté. Comment vous pouvez parler de souveraineté de vos États et vous ne voulez pas que nous parlons de souveraineté chez nous? D'accord. Alors, les autres points de revendication qui ont assisté cette manifestation, on l'a entendu aussi, c'est que le M62 a exprimé sa solidarité justement à ce peuple malien aujourd'hui dans la quête de sa souveraineté. Et d'où est-ce que cela vous vient? Est-ce qu'il y a une sorte d'admiration pour ce qui se passe du côté du Mali pour que le M62 sorte
clairement dire qu'il soutient enfin, ce qui se passe actuellement au Mali. Merci bien. Je crois que le M62, c'est un mouvement panafricain. Et au-delà du panafricanisme de ce mouvement, c'est que l'État malien ou les autorités maliennes aujourd'hui ont pris une lourde charge qui est celle de pouvoir libérer le Mali. Mais au-delà de la libération du Mali, c'est que c'est la libération de toute l'Afrique entière. La libération de l'Afrique du joug colonial. La libération de l'Afrique de ses manipulateurs. La libération de l'Afrique pour que l'Afrique puisse avoir les coups de franche pour décider quand et comment exploiter ses ressources sans qu'il y ait une influence de forces étrangères ou une influence d'un État étranger. Aujourd'hui, vous voyez, d'abord notre économie, nous avons suffisamment de ressources, mais on continue toujours à tendre la main. Et aujourd'hui, le Mali, vous avez vu, parce que moi, c'est là où aussi je trouve le scandaleux, le comportement de nos autorités. Aujourd'hui, le Mali, qui a chassé les forces françaises, est plus en sécurité que le Niger qui les accueille. Et deuxièmement... Sur quoi vous basez pour cela? Aujourd'hui, c'est que quand... Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas la richesse qui fait la fierté d'un être humain. Quand vous travaillez à la sirène de votre fonds, le 100 francs que vous recevez, ça fait votre fierté. Aujourd'hui, si vous-même, vous assurez votre sécurité, c'est que vous savez comment il faut vous sécuriser. Oui, quand vous dites que le Mali aujourd'hui... Oui, le Niger est plus en sécurité, après avec le départ, le Mali est plus en sécurité. C'est ce que les gens... Aujourd'hui, quand vous prenez la région de Tillabéri, aujourd'hui, on égorge au quotidien les gens. Et comment est-ce que dans le Mali, ça ne se passe pas aujourd'hui? Ça ne se faisait pas avant l'arrivée de la force Barkhane, c'est récent l'arrivée Mais aujourd'hui, c'est que... Ce que le Mali est en train de vivre, c'est qu'effectivement, quand tu décides aussi d'être indépendant, c'est qu'il y a un prix à payer. Et du coup, les Français, en s'installant là-bas, c'est qu'ils ont mis en place un dispositif qui ne puisse pas permettre, en un clin d'œil à l'État malien, de pouvoir raser toute cette racaille ou toute cette pagaille. Or, chez nous aujourd'hui, vous allez voir toute la région de Tillabéri, une partie de Tawa, une partie de Difa, sont des régions dans lesquelles, pendant plus de 5, 6 ans, 10 ans, on injecte des milliers de milliards pour la sécurisation de ces zones. On prend en charge ces forces de défense et de sécurité extérieures. Toutes ces ressources-là, vous me dites, pour quelqu'un qui est sérieux, qui sait ce qu'il fait, qui a une vision, les ressources orientées dans la prise en charge de ces forces de défense et de sécurité extérieures, si ces ressources sont utilisées pour être orientées dans du moins la réinsertion professionnelle des jeunes dans le développement économique de ces pays, c'est que quand même on ne serait pas à cette niveau. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est l'État nigérien qui prend en charge les forces françaises? Mais aujourd'hui, les gens font comprendre que le salaire, mais c'est que c'est aberrant quand un dirigeant ait de l'audace. C'est que quand il y a des choses dont tu sais que ce n'est pas sérieux, il faut te taire. Quand un dirigeant ait de l'audace, des choses qu'on ne devrait même pas entendre quand même de la bouche d'une autorité. Quand vous dites que c'est un autre État qui paye les salaires de mes citoyens, vous dites que nos goudrons sont l'investissement d'un pays étranger. Pourquoi parlez-vous d'indépendance? Mais bon sang, au fait, pourquoi les gens n'ont pas de fierté? Pour vous dire, en réalité, les Français font semblant pour dire qu'ils viennent chez nous pour nous aider, mais au contraire, ils viennent chez nous pour nous exploiter. Et l'exploitation n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé pendant plusieurs années. Et je vais vous donner une parenthèse. Je vais vous ouvrir une parenthèse. Quand vous prenez la question de l'uranium, l'exploitation de l'uranium pendant 10 années, uniquement pour la Cominac, le Niger a gagné moins de 1000 milliards de dollars, 1000 milliards de CFA en 10 ans. En 10 années. La France gagne plus de 58 000 milliards de francs CFA sur notre uranium. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir de l'audace, du courage, de la témérité pour dire que non, c'est les autres qui, au fait, on devrait être plus redevable vis-à-vis de ces gens-là, qu'ils n'en soient
redevable vis-à-vis de nous. Je crois que c'est une insulte, à la limite c'est du mépris vis-à-vis du peuple nigérien. D'accord, alors Anas, pour terminer cet entretien, quelles sont les perspectives de ce mouvement M62 après cette manifestation réussie de ce 18 septembre? Quelles sont les autres perspectives? Est-ce qu'il y a déjà des appels en vue, des appels à manifestation déjà? Merci bien, je crois que vous avez vu déjà Niamey et Dosso, pour vous dire que quand on aura à mettre en place toutes nos structures au niveau national, c'est que l'ensemble de la territoire national va bouger. Et d'autres aspects, c'est que pour rappel, nous avons dit dans notre manifestation et dans notre déclaration que nous demandons que l'ancien président de la République, Issoufou Mamadou, soit traduit devant les juridictions par rapport à la gestion du chemin de fer, où l'attribution du marché à hauteur de 700 milliards a été faite dans la règle de l'art, et que ce monsieur, aisément, a retiré ce marché pour le donner à quelqu'un, comme s'il gère une famille. Même la gestion d'une famille, ça ne se fait pas de la façon de ce gars-là. Deuxièmement, nous avons demandé à celui actuellement qui est au pouvoir, qui pense qu'il a une fierté. Je crois que quand vous avez une fierté, il faut la manifester dans la gestion de l'État. Nous le constatons aisément, et c'est flagrant. Aujourd'hui, l'État du Niger a à sa tête deux individus, deux personnes. Et l'autre dit qu'il est président, mais quelque part il dit qu'il est bloqué. Nous avons dit il faut qu'on arrête quand même de jouer avec la conscience des Nigériens. S'il estime qu'il est président de la République et qu'il a tout le pouvoir, il n'a qu'à s'assumer. S'il ne peut pas s'assumer, qu'il prenne son courage en main, annoncer au peuple nigérien son incapacité à gérer le pays et qu'il dégage pour qu'on ait quelqu'un d'autre, peu importe la couleur de celui qui va venir à la tête de ce pays-là, pourvu qu'il s'inscrive dans une logique de respecter d'abord la dignité et la souveraineté de notre nation et permettre le développement économique et social de ce pays. Donc ça pourrait être des motifs d'appel à manifestation aussi? C'est déjà des... En fait, bientôt on va déposer plainte par rapport à la question de M. Issoufou. Et deuxièmement, pour vous dire que le peuple nigérien a été essoufflé. Le peuple nigérien a été étouffé pendant plusieurs années. Nous sommes incités dans la sous-région. On estime que nous ne sommes pas un pays dans lequel il y a des hommes braves. L'image du pays est écornée à cause de la restriction des libertés publiques. Et que je crois qu'à partir de cet instant, c'est le déclic qui permettra à l'ensemble des Nigériens de comprendre que la lutte dans laquelle M62 s'est engagé, ce n'est ni une lutte de classe, ni une lutte d'un groupuscule d'individus, ni une lutte des acteurs de la société civile, mais c'est une lutte des Nigériens individuellement pris pour leur sécurité, pour leur stabilité, et personne ne dira qu'il n'est pas concerné. Quand tu es commerçant, c'est que si le pays n'est pas stable, tu ne feras pas ton commerce. Quand tu es marabout, si le pays n'est pas stable, tu ne feras pas ta prière et tes prêches. Donc je crois que tout le monde est interpellé par rapport à la question de l'engagement. Tout le monde est interpellé. Ce mouvement, est-ce qu'il est calqué sur le mouvement M5 du Mali, sous le régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a conduit donc au renversement de son régime? Est-ce que c'est calqué là-dessus? Et si oui, puisqu'on a vu quand même pour le M5 au Mali, il y avait justement ces leaders, il y avait des leaders d'opinion qui étaient derrière le mouvement. Est-ce que c'est le cas du M62? Je ne vous dirais pas que c'est calqué sur le modèle du M5 du Mali, je crois que parce que les réalités diffèrent. Donc, du coup, c'est que les éléments qui ont conduit au processus de la création du M5 ne sont pas forcément les mêmes éléments. C'est ça. Voilà pourquoi je crois que c'est quand même une structure partenaire avec laquelle on aspire à travailler, mais c'est que c'est partant de nos réalités, en tout cas, que le M62 est créé. Et le nom 62, on vous l'a précisé, c'est que c'est un rapport avec la date d'indépendance de la République. Le 62e anniversaire de la proclamation. Le semblant d'indépendance de notre État, et que nous avons estimé qu'il n'y a pas d'indépendance, et à partir du 62e anniversaire, que le Niger et les Nigériens s'inscrivent dans une logique de pouvoir chercher la véritable indépendance qui puisse leur permettre de rayonner. Merci beaucoup Anas Jibril, membre du mouvement M62. Merci d'être passé pour nous parler donc de cette manifestation de ce 18 septembre. Merci d'être passé vraiment sur la télévision Labari. Et nous vous souhaitons bon vent pour le mouvement M62. Merci à moi de
Voilà, nous allons refermer ce journal avec ces deux éléments. D'abord, ce reportage sur cette nouvelle technique de décoration dans les maisons. Il s'agit de celle faite avec du papier peint. Le reportage est signé par un des stagiaires de l'IFTIC, ici en stage à la radio et télévision Labari. Il s'agit d'une des stagiaires plutôt, donc Sharifatou Abdoulaye, sur des images de Abouakar Soleil. Le papier peint est une matière de décoration utilisée comme revêtement mural dans les habitations ou les bureaux. Il consiste à embellir une pièce et de rajouter un plus dans une décoration. Il remplace désormais les tapis traditionnels d'antan. Confectionné par des dessinateurs qui, à l'aide des pinceaux, illustrent de grandes surfaces en papier selon différents motifs. Ce genre de tableau de grand format est devenu un objet d'une grande utilité de par son aspect décoratif. Papier peint, il y a aussi du problème de clients. Nous ne rencontrons aucun problème avec les clients, car après la vente, la cliente est obligée de faire recours à un décorateur. Le papier peint, si c'est bien mis, l'on peut penser même que c'est le mur qui est comme ça. Comme le cachemire ou les traditionnels kunta, les femmes l'utilisent à présent pour rendre beau leur salon. C'est devenu maintenant une mode pour les femmes parce qu'il rend plus esthétique une pièce. Papier peint talam c'est d'un irgada. Papier peint mo agabori fura, assez irgada. So ni dikanga go fura an fo borandi. Burkan fura aga kan borasi. On c'est d'un papier peint dans fura. C'est pour décorer la maison que nous mettons le papier peint sur lui. Il embellit une chambre. Comme mon époux a vu ça, il était tellement content. J'en appelle à toutes les femmes de décorer avec du papier peint. Le temps des cachemires est révolu. Maintenant, c'est le papier peint qui est à la mode. C'est tellement joli et semble naturel. O ifayan kanwa fisibila ngoka wala gondo aga bori kumo aga borinda kunta aga borinda kashimiro mo. Leur importance, c'est que si l'on met du papier peint pour décorer l'intérieur de sa maison, elle sera jolie et d'autres vont même penser que c'est de la peinture. Il y a plusieurs types de papier peint, tout comme les prix varient entre 8 000, 4 000 ou 3 500 selon la qualité. Certains motifs s'adaptent parfaitement, quel que soit le type de décoration, selon les spécialistes. L'on aura besoin du col, d'un seau, d'une lame pour couper et ajuster le papier. Ensuite, on met du col sur le mur et sur le papier peint. Après, on le place sur le mur. Enfin, pour bien placer le papier peint, on utilise cet objet pour enlever les bulles d'air. Avec le dessin et tout, aboli. En général, la durée de vie d'un papier peint pourra atteindre 7 ans, mais cela dépend aussi de la qualité de la matière. Un dossier pour refermer ce journal, il est consacré à la mise en place d'un comité par le gouvernement qui avait pour charge de réfléchir sur les frais de scolarité concernant les établissements privés d'enseignement général. Une situation qui inquiète la plupart des promoteurs, même si, selon certaines informations, les conclusions des travaux de ce comité ont tenu compte de la particularité des écoles. Le dossier est signé Abdul Nasser Sedou et Boubacar Ibrahim. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Il vous souviendra qu'il y a de cela quelques mois, des inquiétudes soulevées sur le coût exorbitant des frais de scolarité qui connaissent des augmentations chaque année ont incité le gouvernement nigérien à travers le ministère de tutelle à mettre en place un comité chargé de réfléchir sur la question. La dite question concerne en effet tous les établissements privés d'enseignement général, notamment du préscolaire au lycée. Selon certaines informations, le comité a déjà déposé le rapport de la mission à lui demander. Les conclusions du dit rapport n'étant pas encore disponibles, une circulaire co-signée par le ministère de l'Éducation nationale et celui du Commerce fait part aux promoteurs des établissements privés de maintenir les prix tels. Une décision à laquelle les responsables des établissements disent se conformer. Et nous attendons la fin des travaux de la commission. Oui, parce que
c'est vrai, il est bien normal que l'État puisse prendre des mesures pour essayer de réglementer les frais de scolarité dans le domaine de l'éducation. Donc nous attendons la fin des travaux de la commission, oui, et voir ce qui va en découler. Je suis d'accord. En ce qui me concerne, je n'ai pas augmenté les frais de scolarité. Et effectivement, j'attends la décision du comité. Et c'est suite à cette décision que je peux savoir ce qu'il faut faire ou pas. Mais ce qui est sûr et certain, comme le ministre l'a dit, nous sommes obligés de stabiliser les frais de scolarité jusqu'à la finalisation des travaux en ce qui concerne le comité. Donc c'est suite à ce que le comité dira, c'est suite à ça que nous pouvons savoir ce qu'on peut faire. Mettant l'accent sur la qualité de l'enseignement et les multiples investissements consentis pour expliquer les raisons des augmentations, ces responsables invitent le gouvernement à ne pas perdre de vue tous ces aspects de l'application de la mesure. Souvent aussi, c'est vrai, il y a certains qui se plaignent, ils disent que non, on augmente les frais de scolarité presque chaque année. Bon, ça aussi, souvent, il faut aussi comprendre les établissements. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi les impôts, il y a les enseignants qui demandent une amélioration de leur rémunération, de leurs conditions. Donc c'est tout cela qui fait en sorte que souvent les établissements essayent d'augmenter. Ça dépend parce que le fondateur, le promoteur de l'école, c'est lui qui sait et qui connaît les investissements qu'il fait au cours de l'année. Et il ne peut pas investir et perdre. Donc, il investit en vue de stabiliser sa station financière ou bien d'avoir un peu de profit. Donc, c'est pourquoi il y a cette augmentation. Et aussi, si le promoteur de l'institution, c'est-à-dire de l'école professionnelle, embauche ou bien a embauché des enseignants de qualité qui demandent beaucoup d'investissement. Donc, il va de soi que le promoteur ou bien la promotrice augmente les frais de scolarité. En tant que parents, nous avons très bien accueilli cette décision du gouvernement de mettre un comité qui est chargé de réfléchir sur la fixation des frais de scolarité et l'enseignement général privé. Donc, cette décision applique à tous les parents du Niger parce que ça va permettre aux parents lambda qui n'ont pas assez de moyens, dont les enfants sont en train de traîner en longueur de journée dans la rue, de trouver là où apprendre un métier ou là où retourner dans les classes pour contribuer à la construction de la nation multilingue. Actuellement, le comité, ce qu'il a fait, il avait classifié les écoles. Il a tenu compte des investissements de certaines écoles pour arrêter le frais de scolarité des enfants au niveau de ces écoles-là. Il n'a pas uniformisé toutes les écoles ou tous les frais d'inscription. Il n'a pas uniformisé les frais d'inscription à tous les niveaux. Mais seulement il a catégorisé selon la qualité de l'enseignement des écoles. Vraiment, nous encourageons l'État à aller dans ce sens. Alors, avez-vous un appel à lancer à l'endroit des promoteurs des écoles privées? Parce qu'apparemment, ils sont... Oui, les promoteurs des écoles privées doivent comprendre la situation dans laquelle se trouve le pays, la situation dans laquelle se trouvent les parents. Et eux-mêmes sont des parents d'élèves. Ils ne doivent pas viser seulement l'intérêt matériel. Ils sont là pour accompagner l'État dans l'éducation. C'est l'accompagnement qu'ils sont en train de faire. Il est enfin à rappeler que pour certains promoteurs qui ont préféré garder l'anonymat, l'on ne peut imposer une telle mesure sans y penser prévoir une enveloppe pour accompagner les établissements. Quoi qu'il en soit, il incombe au gouvernement de mettre tous les moyens en œuvre pour satisfaire toutes les parties.